a explosé. Le stade a explosé. Au fond des filets. Dans le haut de la boîte à pain. Extra, on est dans l'extra de Plein Axe. Merci d'ailleurs de vous être abonné, aussi de partager ça. Ce qu'on fait cette année, d'abord, Frédéric Laure avec Olivier Brett, vous nous connaissez, mais si vous êtes abonné à l'Extra, ou vous êtes allé chercher l'Extra un peu plus tard dans l'année. Ce qu'on fait cette année, nouveau concept, c'est une espèce de chambre culturo-sportive. Je l'ai dit, c'est un book club sans livre. C'est pas assez vendeur, non, ça? c'est mieux de même. Un book club sans livre, c'est mieux que culturo-sportif. En fait, on partage des expériences soccer avec vous aussi. Que ce soit un documentaire, comme c'est le cas aujourd'hui, ça pourrait être un livre, ça pourrait être un match aussi. D'ailleurs, la semaine prochaine, à la fin de l'extra, on va vous dire ce qu'on fait la semaine prochaine. Et sur nos médias sociaux, si vous voulez savoir, d'ailleurs, vous arrivez en milieu de semaine, vous voulez participer, vous voulez savoir ce qu'on fait pour l'extra, d'habitude, ce sont des choses qu'on écoute dans la semaine puis dont on discute plus tard. Petite question pour toi, parce que je l'ai posée à des collègues à la radio, puis j'avais pas de réponse. Culturo-sportif, tu sais dans quel sens ça va? Quelqu'un qui est franco-chilien, mais dans l'autre sens, mettons que tu es chilien avant d'être français. Thomas Gillier, il est quoi? Chilio-français? Chili... Ça se dit... C'est une très bonne question. Je te remercie. La semaine prochaine, on va... On fait une demi-heure là-dessus. Chilio, non, c'est quoi? Chilo? Chilo-français? Pardon? Cette semaine, à la suggestion d'Olivier Brett, mais aussi de son paternel, Fergus Brett, qu'on salue. Qui est tombé là-dessus l'année passée. Puis c'est un documentaire qui date, quand même. C'est un documentaire qui est sorti début des années, en fait, vers 2012, je pense. Un documentaire de Matt Hodgson. Je souligne que c'est le réalisateur parce qu'il a aussi fait d'autres documentaires sportifs après, dont United Way sur Manchester United. As-tu vu ça, toi? Non. Ça pourrait être un de nos devoirs dans les prochaines semaines. Ça s'appelle donc QPR, le 4-Year Plan, le plan de 4 ans. C'est à propos de QPR. C'est un club de West London, de Londres, en fait, qui est vieux de 144 ans en 2026. 1882, l'année de fondation de ce club-là. C'est un des grands clubs de l'Angleterre aussi. Ils sont à ce moment-là dans le Championship et tentent de monter en Premier League. C'est ce débat qu'ils font aussi. Ça part de la saison en 2007 à 2011. C'est surtout ces saisons-là où, notamment, le club est repris financièrement, est acheté parce qu'ils étaient pas loin de la banqueroute. Exactement. Et il est repris dans une séquence où il y a plusieurs gens qui investissent aussi, puis des holdings, puis même aussi à ce moment-là des Qataris, puis des États, des pétro-États, je devrais dire. Mais c'est la Formule 1 qui s'immisce dans le soccer à ce moment-là. Bernie Ecclestone, Flavio Briatore aussi, et plusieurs autres personnes prennent le contrôle de QPR et tentent d'injecter de l'argent pour faire monter QPR. Un peu à la Wrexham, un peu plus tard, mais pas la même façon. Non. Un peu, ils l'ont fait avec Swansea aussi. Ils l'ont fait avec plein de clubs. Ils l'ont fait avec City puis Chelsea, mais dans une autre mesure. Mais on commence là, donc. Et c'est disponible d'ailleurs sur YouTube, si vous ne l'avez pas encore fait. C'est super facile, 1 heure et demie. C'est super facile à trouver. Vas-y, Olivier. Ma première question, parce qu'on s'en est pas parlé. Il y a beaucoup de parallèles intéressants à faire avec une certaine époque du soccer montréalais. On va le dire comme ça. Puis je dis bien une certaine époque. Tu me mets dans une position, mon gars. Non. Mais la première affaire que je comprends pas, c'est comment ça a été autorisé? Comment on a donné le feu vert à ce documentaire-là? Moi, je pense... C'est-tu, après, quand ça a été vendu, QPR s'est ramassé avec le film... Puis a dit, on va le faire parce qu'ils sont plus là. Parce que les gars finissent par vendre aussi par la suite là, pour... Briatore, notamment, qui paraît mal dans ce film-là. Mal, tu dis. Mais toute la partie F1, Ecclestone, Briatore, quand l'équipe va passer en Première Ligue, vont se sortir de tout ça. Ça donne une idée de l'esprit dans lequel ils sont, puis ils ont, puis quel genre de personnes ils sont. On a réussi. Ils sont dans leur tête, là. Et ils disent, on a réussi, vous avez rien compris. Écoute... c'est quoi qui t'a le plus marqué? Mon premier point, c'est l'accès aux coulisses est extraordinaire. Mais à des trucs là où tu te dis, comment ils n'ont pas censuré ça? Hey, ils ont des images, une caméra dans les estrades sur... Puis il y a Gianni Palladini là, qui était là avant que des nouveaux investisseurs... Qui est le président.
et qui est le je sais pas quoi, qui est le pantin de service, mon gars. Il est le gars le plus stressé sur la planète. Quand ils finissent par, je veux pas scooper ce qui se passe à la fin, mais allez faire un tour sur Wikipédia, vous comprendrez ce qui s'est passé avec UPR. Il va voir le coach puis il dit tu m'as sauvé la vie. Puis je pense même pas que c'est une figure de style, là. Le gars, il pensait quasiment se ramasser dans un canal dans le Thames. C'est hallucinant, puis ils ont rien censuré. Hey, ils sont dans les estrades, là. Mais c'est ça, un idiot, t'es un abruti. Ça la beauté de ce documentaire-là, parce que j'ai lu plusieurs articles après ça, après le documentaire, parce que l'accès était extraordinaire. Premièrement, ça arrive dans un moment où il y en a... On est au début du Netflix. De YouTube. Au début de YouTube, mais Netflix existe. Les documentaires sportifs vont pulluler après ça, là. C'était probablement des documentaires fondateurs. Fait que il est invité, Matt Hodgson, le réalisateur, est invité avec ses multiples caméras à rentrer partout puis à être vraiment une mouche, un fly on the wall, comme on dit, c'est-à-dire d'être témoin de tout ça. Puis je pense que, de par leur personnalité, de ce que j'ai lu dans les articles, de Briatore notamment, et puis le fait qu'il soit italien, ils se pensent tout-puissants et Dieu le Père. Tout ce qu'ils disent sort de leur bouche est extraordinaire. Fait qu'il y a une caméra pour le capter, c'est juste bon pour la postérité. Il y a cette tournure, je pense, de leur esprit qui pense qu'ils chient de l'or. Ouais. OK? Puis moi, je le sais, toi, tu le sais pas. C'est clair dans le documentaire. L'autre affaire aussi, je pense que, de façon assez stupide, ils n'ont pas mesuré quand ils parlaient italien, qu'à un moment donné, il pourrait traduire ou qu'il y a quelqu'un qui comprendrait à un moment donné. Parce que souvent, ils parlent italien, mais il y a des sous-titres. Que le documentariste, il connaît un Dario à quelque part qui est capable de traduire. C'est hallucinant. Puis, tu sais, le feel de ce projet-là, parce qu'il n'y a pas de narration, c'est comme tout bon... Ben, écoute, un bon documentaire, il n'y a pas de narration. C'est pas ultra produit aussi, je trouve. Il y a un petit fil encore. Non, c'est YouTube 2009. Là, oui, il y a un petit fil. Mais en même temps, c'est passé sur Netflix. Hein? Oui, je le sais, mais les images, là, tu vois là, qu'ils n'ont pas réfléchi. Ils sont juste rentrés. Puis moi, je pense qu'à un moment donné, il a fait « Holy crap, on s'est pas fait mettre dehors de ce meeting-là. » Hey, t'imagines-tu ce qui te passe par la tête quand t'es documentariste puis t'es dans ces meetings-là où t'as Paladini, justement, là, puis qui dit « Cet idiot-là, parce que t'as Paolo Sousa. Hey, t'as une saison, ils ont passé 5 coachs dans la même année. » C'est hallucinant. C'est la... Ouais, non. 5 coachs dans la même année. Le gars, puis quand je dis qu'il y a des parallèles à faire, moi, c'est plus dans la dysfonction, puis on s'en parlait d'ailleurs dans l'émission régulière tout à l'heure, tu sais, ce que les bons et les mauvais résultats te font vivre, puis te font dire, puis te font faire par la suite. Ils sont premiers en championship. Briatore, à un moment donné, il vient plus au stade parce qu'il y a tellement de chants de fans qui veulent qu'il dégage. Lui, il est dehors, il est sur le bord de s'en aller en voiture, puis il dit « Moi, je m'en fous. C'est qui? » Il cherche des noms de fans. Non, mais ça m'a fait penser, tu disais « Je vais me mettre dans une mauvaise position. » Ça me fait penser, parce qu'à un moment donné, puis c'est un point tournant dans l'histoire de QPR, parce que c'est sur ces 4 ans-là, ils essaient de faire remonter ce grand club-là en Premier League. Ils arrivent. Puis c'est sincère, là. Mais à un moment donné, dans les 2 premières années, Briatore est là, puis il dit à l'entraîneur quoi faire. Il appelle à mi-temps. Puis, il fait passer son téléphone à mi-temps dans le vestiaire. Il convainc, à ce que je comprends, puis c'est ça le point de bascule où ils vont passer ultimement en Première Ligue, de se retirer puis d'aller en Italie, justement, de rester chez eux. On va s'occuper. Toi... T'arrêtes d'être président ou chairman. Il y a un président qui a fait ça, qui s'est retiré mais c'est pour à ça, Montréal. Mais c'est pour ça que je te dis, puis là, c'est très, très complexe, puis ça, puis je suis pas du tout en train de dire que ça s'est passé de cette manière-là à Montréal. T'as pas l'accès. Mais là où je veux en venir, c'est la gestion des émotions à l'époque. Ils sont premiers en championship QPR. Ça va bien, là. Ils roulent, ils marchent sur l'eau, ou presque. Il en échappe une. Briatore pète sa coche, il insulte le coach, il devrait dégager. T'en as perdu une, t'es premier, il est je sais pas combien de points. Il était pas 15 points en avance, là, mais t'es on course, don't mess it up. Écoute, ça m'a fait halluciner de voir. On n'a pas tu viens de dire, puis c'est dangereux de faire des liens parce que chaque situation est différente, puis je pense pas que c'était la même chose à Montréal, mais on les a, les images. Il y a un documentariste, pendant l'ère Rémi Garde, il y a cet accès-là qui a été donné. Puis il n'a pas été dévoilé parce que Rémi Garde n'a pas fini la saison.
puis par éthique journalistique, comment s'appelle l'émission? J'ai un blanc. Ça va me revenir, je parle au réalisateur de temps en autre. Bref, ils étaient dans les vestiaires, ils avaient des accès privilégiés au club en 2018 sous Rémi Garde, puis finalement, ces images-là ont été enterrées. J'ai une autre affaire que je trouve intéressante parce qu'il y a plusieurs propriétaires, là, puis c'est pour ça que je trouve que les dynamiques sont super intéressantes parce que tu as des gars qui sont dans les mêmes chaises, pas avec le même pouvoir de pourcentage de propriété, mais ils sont dans les mêmes chaises, puis tu vois à quel point les personnalités... Mais tu parles de Hamid Bhatia, notamment. Fait que Hamid Bhatia, il avait quel âge à ce moment-là? Début trentaine. Il y avait moins que ça, il y a 46 en ce moment. Il devait avoir 27, 28 dans ces eaux-là. T'aurais donné les clés à qui de toute cette bande d'illuminés-là, avec Briatore, Coldstone et compagnie? C'est extraordinaire, par contre. Quand il y a un point de bascule, quand Briatore s'en va... Quand il dit faut que tu t'en ailles des estrades. Palatini arrive, puis il y a un gars qui fait un mauvais jeu, puis Palatini le traite d'épais, puis de con, puis il se retourne vers lui, puis il te dit, il n'y a pas 30 ans, avec autorité, puis il dit « Hey, ici, maintenant... À partir de maintenant... You don't scream at players. Tu dégages. Si tu veux, tu dégages. » Puis il dit, tu t'en vas là-bas. Parce une rangée, 2 rangées plus haut. Ici, puis ça m'a... Tu sais, on parle... Puis à Plein Axe, on en a parlé, le style de leadership. Puis en ce moment, Steve Kerr a été dans un article de The Athletic. Je reviens constamment sur Steve Kerr, mais c'est une personne que j'aime beaucoup, moi, qui est coach, Steve Kerr, en NBA, au basket, des Golden State Warriors, avec Steph Curry, notamment, qui a été nommé meilleur leader, donc nord-américain en ce moment. Puis... Il y a un des intervenants qui a participé au sondage, Dale Murphy. Ça remonte à mon enfance. Un ancien joueur de baseball que j'ai bien connu quand j'étais jeune. When things are challenging, je vais dire en anglais. When things are challenging, great leaders don't separate themselves from the players. Puis c'est ça qu'on a vu. Beaucoup. Puis à ce moment-là, Bhatia dit non. On est dans le même bateau, puis on est positif, puis on tire tout le monde ensemble. C'est pas eux qui... Il n'y a pas deux classes de citoyens dans notre équipe, dans notre club aussi. Puis ça m'a fait penser parce que Briatore et Palatini font une présentation aux joueurs, puis c'est ça le parallèle que je veux faire avec Montréal, parce que ça va s'arrêter là puis il ne faut pas aller trop loin. Mais moi, je l'ai entendu souvent à Montréal, puis dans plein d'autres clubs. Il dit, vous n'êtes pas assez méchant, vous n'en donnez pas assez. On parle aux joueurs, vous n'êtes pas assez bon, vous n'êtes pas assez méchant, vous ne le voulez pas assez, il n'y a pas assez de fierté dans ce club-là. Quand les dirigeants, moi c'est un drapeau rouge, quand j'entends un dirigeant dire « mes joueurs n'en donnent pas assez, se donnent pas assez, on ne fait pas assez d'efforts, sont pas assez méchants, veulent pas assez défendre le maillot », c'est un faux fuyant pour un problème structurel d'organisation. Si j'avais une date à faire avec un club, ça serait un gros red flag avant quand je swiperais right sur un club de Tinder. Pour revenir sur Hamid Bhatia, là où je voulais en venir avec son 27-28 ans, on a parlé du côté green de la direction en ce moment. En même temps, tu aurais pris toute l'expérience de Briatore ou le green de Bhatia? C'est un autre super bon parallèle à faire. Puis on le voit dans l'attitude de Luka Saputo, si on va faire ce lien-là, nommé. C'est pas parce que tu as 28 ans que tu n'es pas capable d'être un bon leader. Non, puis tu as peut-être... Tu sais, quand Bhatia, à un moment donné, descend dans le vestiaire, puis il dit, tu sais, vous avez vécu plein d'affaires. Nous, il faut qu'on... Vous avez votre job à faire, mais nous, on a à être le plus présent pour vous. On a à vous mettre dans des bonnes dispositions. Dans le fond, il est en train de prendre la part de responsabilité des propriétaires puis de la haute direction, puis de laisser celle des joueurs dans le vestiaire. Mais tu sentais qu'il y avait un... Tu sais, si on met tout ça ensemble, c'était pas moi contre vous. Bref. Je suis allé ce matin, là, il avait quel âge, lui, à ce moment-là? Parce que tu vois, physiquement, tu vois bien qu'il y a des gars qui sont plus âgés que d'autres, mais à quel point? Puis il y a 46 ans aujourd'hui. Il y en avait 20, c'est ça. Il était même pas à 30 ans encore. Fait que ça, je me suis dit, wow, c'est intéressant. À quel point tu es capable, à cet âge-là, si on t'ouvre la porte, de t'installer et de mettre en place une culture qui est plus... J'allais dire convivial, c'est beaucoup trop jovialiste, là, mais qui peut conduire à ce que les gens aient du fun et veuillent se défoncer pour toi sur le terrain, puis tu te retrouves pas à la fin d'une année à dire, on veut des joueurs qui veulent être ici, fait qu'on se débarrasse de ceux qui travaillent pas assez fort. Fascinant. C'est hallucinant. Je pensais pas que ça se pouvait vraiment dans le sport professionnel. Non, mais c'est pour ça. Mais, puis on a eu plusieurs
témoignages de c'est le propriétaire qui décide des joueurs, whatever. Puis on disait, ouais, c'est une zone plus grise. À la mi-temps. À la mi-temps, il l'appelle. Il dit, tu joues à deux attaquants. Il demande c'est hallucinant. Il demande à l'entraîneur adjoint de venir puis de dire, hey, deux attaquants, ça va faire. Quand il veut faire rentrer un gars, je me rappelle plus, il dit, il faut qu'il fasse rentrer un tel. Puis la pire affaire qui arrive dans tout ça, c'est que le gars... là, tu vois le coach qui dit, ouais, là, ils sont en train de dire, il faut faire rentrer chose. Là. Puis ils le font rentrer. Qu'est-ce qu'il fait, le gars, tu penses? Il marque. Ça a-tu renforcé? Puis ça, à court terme, là, j'y crois sincèrement. Ces personnalités-là, ces types de leaders-là, que ça peut donner des résultats à court terme. C'est un petit peu plus à la Mourinho, par exemple. Tu sais, c'est des gars qui gardent tout le monde sur une laisse bien serrée, la situation est tendue. Mais tu peux pas toffer. Tu peux peut-être le faire ça comme coach. Tu peux pas pérenniser un succès. Tu peux toffer, mais il faut... faut que tu t'en ailles. Non, mais il faut que tu changes ton entraîneur aux 2 mois ou à l'année. Ouais, mais tu perds ton vestiaire dans ce temps-là. Tu te dis, c'est une maison des fous. Moi, je veux être ailleurs. Là. Il y a des maisons des fous qui ont fonctionné, ça que je veux dire. Il y a des vieilles façons de faire. Écoute... il y a le nombre d'histoires qu'on a à l'époque. Là, mais je pense Mike Keenan, mais 2026, George Steinbrenner. 2026, je pense qu'on est ailleurs. Non, les gars sont beaucoup plus smart. C'est Steve Kerr depuis le début. Parce que c'est dans le plaisir, là, les gars, c'est des entreprises. Les gars, ils se disent, hey, ce ne sera pas ici, ça va être ailleurs. Mon agent va le trouver. T'sais. Puis j'en ai vu d'autres. Le gars que tu méprises le plus là-dedans? Tout ça, ou moi, celui qui m'a le plus tapé ses nerfs, là, je sais pas c'est quoi son nom. Je sais même pas s'il est nommé dans le documentaire. Il faudrait que... Vas-y. C'est l'adjoint italien de Briatore, le jeune qui est entre Palatini et Briatore, qui est tout le temps en train de rire puis de... non, mais moi, c'est ça qui est fou. D'être le sous-fifre. Il voit Briatore faire des affaires stupides, puis il assume. De toute façon, lui, tout est payé par son boss, mais il n'est pas capable de se tenir debout, d'avoir assez de lucidité pour aider son boss. Je sais pas c'est quoi la version francophone de He knows where his bread is buttered, mais c'est ça. Briatore pète une coche, on va le suivre. Là. Mais puis moi, ce qui m'hallucine, c'est comment les gars, c'est un effing idiot, puis c'est un pourri, puis c'est un ci, puis c'est comme... Mais voyons, c'est du monde, là. Vous les traitez comme des sous-merdes. Puis après ça, t'arrives, hey, gros hug parce qu'ils viennent de gagner 2 matchs de suite. C'est la dynamique, là. Tout ce que tu veux, c'est, écoute, je vais essayer de passer, je vais essayer de faire le mieux que je peux, puis de me positionner pour la prochaine gig. Parce que, hey, t'imagines-tu l'argent qu'il faut que tu mettes sur la table pour attirer des coachs après? Ouais. Parce que tout le monde, le mot se passe, là. Mais il y en a un coach qui reste une semaine. C'est hallucinant. Puis c'est un des plus vieux qui arrive, hein. Ah ouais, mais lui, c'est ça qui est arrivé. Paul Hart. Puis il dit, hey, you know what? Après une semaine, hey, non, laissez faire. C'est ça. Non, on va retourner chez nous. Je suis mieux. Mais finalement, mon potager, c'était pas si mal. Ça s'appelle QPR, The 4-Year Plan. C'est disponible gratuitement sur YouTube. Si vous avez besoin du lien, on va probablement le mettre sur notre YouTube. Ou sinon, vous pouvez nous le redemander parce qu'on l'a déjà mis sur nos médias sociaux. Vous pouvez nous le redemander via nos médias sociaux, mais allez sur la page YouTube de cet extra où vous êtes probablement en ce moment. Il est disponible là. 2 petits segments avant de terminer. On va jouer à un ou l'autre. On va se garder ça pour pas mal chaque émission de l'Extra cette année en 2026. C'est toi qui le fais? Un ou l'autre. Je te propose un scénario très simple et ça fait référence, un petit clin d'œil à une autre vie podcastienne qu'on a eue, toi et moi. À une époque où tu t'es fait chicaner via RDS par un entraîneur du CF Montréal pour tes commentaires de la... Pas de la basse-cour, mais... Non, mais le club était en maudit après moi. Je sais pas pourquoi c'est juste moi, d'ailleurs. T'aurais dû... Je trouve que les gens n'étaient pas assez en maudit envers toi. C'est l'expression. Parce que c'est toi qui as eu l'expression. C'est moi qui ai eu la formule. Le loup dans la bergerie. L'un ou l'autre. Qu'est-ce que tu choisis? Tu choisis d'être dans les chouclacs de Laurent Courtois l'an dernier quand Marco Donadel débarque dans son staff comme adjoint ou d'être dans les Pantofolodoro de Marco Donadel cette année. C'est de très, très confortables souliers à crampons de soccer italiens. Okay. De Marco Donadel, quand Philippe Lafroy fait un retour inattendu au club, lui qui est parti après 10 ans comme directeur de l'académie, a été entraîneur adjoint avec Marco Chalibom. D'ailleurs, c'est ce qui est à retenir. Tu es un coach qui s'appelle Marco à Montréal. À un moment donné, tu vas te ramasser avec Philippe Lafroy. C'est dans le contrat. Parti en 2020.
avec les mises à pied en raison de la COVID, de retour comme adjoint là. La raison pour laquelle je te pose la question, c'est que pour moi, c'est l'évidence même. Philippe Lafroy devient un candidat super intéressant pour succéder à Marco Donadel. Y a-tu un feeling de loup dans la bergerie? Tu choisis lequel des deux paires de chocolat? Ça commence facile, pour moi en tout cas. Vas-y. C'est super facile. Non, moi je voulais pas, puis on l'a dit. C'est pour ça qu'on l'a dit dans le podcast à l'époque. Il n'y a pas... ce qui était... En fait, je préfère être dans les souliers de Marco Donadel que dans ceux de Laurent Courtois. Laurent Courtois, c'est pour ça qu'on a dit le loup dans la bergerie. Je sais pas si l'expression était bien choisie ou trop forte, mais c'était que Courtois et Donadel étaient finalistes pour le même poste. Déjà en entreprise, hors sport, là, dans n'importe quelle entreprise, aller chercher comme adjoint quelqu'un qui a fini deuxième dans le concours de... Ton bras droit, ça va être ton bras droit, c'est celui direct. qui voulait la job, puis qui était prêt de l'avoir, qui était à un cheveu de l'avoir. Puis certains pourront arguer même que certains voulaient plus un que l'autre. Non. Puis en sport, c'est ça, je vais le redire, je vais refaire le même podcast. J'ai fait, avant de dire cette phrase-là, le loup dans la bergerie, j'ai demandé à gauche, à droite en MLS en disant... Qu'est-ce que vous en scénario pensez? Hypothétique, là. Ça existe-tu, ça? Quelqu'un qui finit deuxième, puis finalement, l'année d'après, est engagé comme adjoint. Ça n'existe pas. Ça a choqué du monde à l'instant, mais c'est qui a raison un an plus tard? Puis j'ai même pas le goût de me taper. Qui a raison 5 matchs plus tard? Non, 5 matchs plus tard, exactement. J'ai même pas le goût de me taper derrière le dos. Non, c'est pas une question. Moi, je pense que Donadel a été plus engagé dans ça. Olafroy n'était pas en liste. Dans un optique. Moi, je pense que là où tu as raison, c'est que Olafroy peut très bien prendre les rênes de cette équipe-là au besoin ou advenant un départ ou un congédiement de Marco Donadel. Mais c'est pas le même sentiment, c'est pas le même feeling, c'est pas les mêmes circonstances pour le moins bizarre. Philippe Olafroy revient, tout le monde est content, personne ne se pose la question, il revient pas pour prendre la job ou il n'a pas déjà postulé pour cette job-là dans les 3 dernières années. Ça, on le sait pas, par exemple. Ça, on le sait pas. Peut-être. Je le sais pas. Je te dis pas ça mais en même temps, il n'a pas été finaliste. Non. Oui, ce qu'on sait, c'est qu'on ne l'a pas considéré parmi les 2 derniers finalistes. Il n'était pas dans le dernier droit. Je suis 100% d'accord avec toi. Puis juste pour être clair, moi, je pense que le next man up, c'est Philippe Lafroy, qui aurait dû même l'avoir, la gig, à l'époque de Rémi Garde et compagnie. Philippe, il s'est jamais caché là, en 2015, quand il y a eu Frank Lopas ou par la suite. C'est un poste qui l'aurait intéressé. Moi, je pense que ça devient le prochain, mais il n'y a pas l'urgence que je sentais à établir une hiérarchie comme l'an dernier. L'an dernier, là, c'était important que Laurent Courtois, il fallait que tu le gères un peu, la présence de Marco Donadel. Je pense pas qu'il faut que tu gères la présence ou le statut de Philippe Lafroy. À terme, par contre, j'ai très hâte de voir comment Philippe Lafroy va contribuer, dans quelle mesure il va contribuer à ce staff-là. Parce que c'est un alpha, Philippe Lafroy. C'est un gars en chef, c'est un directeur d'académie, c'est un head coach. Je pense qu'il est tout à fait capable et prêt à prendre, entre guillemets, un pas de recul pour être adjoint. Mais est-ce qu'il va pour autant garder ses opinions pour lui? Est-ce que ça va contribuer à faire avancer le staff, la réflexion, celle de Marco Donadel, ou est-ce qu'au contraire, ça peut créer des tensions? En fait, ça peut être tous ces scénarios-là en fonction de la dynamique que tu installes. Puis ça, c'est une des priorités. On n'en a pas parlé dans l'émission régulière. Est-ce qu'on est en retard pour les joueurs recrutés, les joueurs qui quittent? Moi, je pense que il y a une urgence à installer une chimie dans ce staff-là parce que c'est un staff qui, depuis 4 ans, a beaucoup, beaucoup trop changé. Puis tu n'as pas les assises nécessaires pour avoir de la pérennité d'un entraîneur à l'autre ou au minimum d'une saison à l'autre. Je suis un peu surpris qu'il insiste. En fait, c'est son amour profond. Il veut être un entraîneur, Philippe Lafroy. Mm-hmm. Moi, de l'extérieur, il a été tellement structurant. Il y a... Tu sais, aux États-Unis, dans les médias américains, ils parlent souvent de coaching tree, l'arbre généalogique d'un entraîneur. Qui a travaillé avec qui, puis qui a formé, qui a engendré, en quelque sorte, des entraîneurs. Lafroy, là, on parlait de Yohan Damet, on parlait de Wilfrid Nancy, Robert Rose aussi. Écoute, c'est un bel arbre qui est en train de se faire. Yannick Girard, même à la limite, Mauro Biello qui pourrait un peu être adjacent. Tu recommences tout le temps. Je sais que tu recommences tout le temps, mais
moi, si j'étais, il est passé près d'être le directeur de l'Académie de Saint-Louis en MLS quand ils ont commencé. Puis ça n'a pas fonctionné parce qu'il y avait la pandémie, puis ils ont décidé de ne pas faire d'Académie au départ. Bref. Moi, je suis... À chaque fois, parce que tu insistes, il voulait revenir chez les pros. Tu étais adjoint, il voulait revenir chez les pros. Mais un directeur de quelque chose... Moi... mais là, il était dans ma tête, je le verrais quasiment plus directeur sportif qu'entraîneur-chef, Philippe Lefort, parce que c'est un gars qui est capable de structurer et de pérenniser quelque chose, puis d'insuffler des principes forts. Je suis tout le temps un peu surpris de l'extérieur qui veulent absolument être entraîneur. Mais c'est un ultra compétiteur. Il aime le terrain, Phil. Ouais, c'est ça. Il a toujours aimé le terrain. Ça, je le connais moins de ce côté-là. Il était directeur de l'académie, mais il voulait aussi coacher l'équipe réserve. Puis ça, c'est rare, là, des directeurs d'académie qui coachent l'équipe réserve en plus, mais lui, il a les 2 pieds sur le terrain, puis ça le fait vraiment, vraiment vibrer. Bref, moi, je suis très content. Ça a été un de mes mentors. Là, je suis très content de le revoir là. Puis si un jour, il est pour avoir sa chance comme entraîneur-chef, francophone, connaît la maison, connaît la ligue, c'est un compétiteur, c'est un gars qui est super intéressant justement pour installer une culture. Puis je pense que si on l'utilise pour faire ça, tu sais, que ça prenait Samuel Piette pour aller faire du go-kart, là, à un moment donné, là, ça prendra pas Samuel Piette pour aller faire du go-kart avec Philippe Lefroy dans le staff. Lui, il va être capable de te donner des heads-up pour s'assurer qu'il y a une cohésion maximale dans cette équipe-là. Dans son arbre généalogique d'entraîneur, on pourrait ajouter Nicolas Gagnon, qui a une super belle carrière. Absolument. Jason DiTullio était là aussi. Jason DiTullio. On pourrait peut-être mettre Olivier Brett aussi, qui a une pousse qui a poussé croche, là. Ouais, c'est ça. Qui est parti du côté dark de la force. Hey, parlant du côté dark de la force, t'as-tu un conseil de papa? Ou... On a le temps? Ben, comme tu veux. Ou cette semaine... Cliffhanger? Non. Conseil de papa, on va essayer de faire ça parce qu'on est des parents, peut-être qui nous écoutent aussi. Il y a sûrement des jeunes gars aussi qui nous écoutent. Ça se pourrait. Puis peut-être que, justement, quand vous allez passer à travers ça, vous allez vous rappeler d'un de nos podcasts. J'ai reçu un courriel pour la première fois de ma vie. L'héritier a été un courriel d'un prof qui dit qu'il dérange. En musique. Je l'ai averti 5 fois, puis il a continué aussi à déranger. Fait que... C'était-tu du jazz? Ben non, okay. Ben, j'espère pas. Quoi qu'il quand je lui en ai parlé, il commence à être un peu anti-musique. Mais bon, ça, je pense que c'est juste son côté qui n'aime pas se faire chicaner. Bref, ce que je voulais dire, puis c'est une grosse discussion que j'ai eue avec ma blonde, c'est que ma blonde travaillait, elle n'était pas là le vendredi soir. C'est moi qui ai fait le retour avec. J'ai dit, hey, mon gars, j'aime pas ça recevoir des courriels de même, on s'entend. Puis je le connais, c'est un taquin, c'est un peu piteux. Il est un peu comme moi. On parle d'arbre généalogique. Je pense qu'il aime ça faire rire. Puis je pense que c'est un moteur aussi pour lui faire rire. Fait que j'ai compris, j'ai voulu être solidaire de la professeure. Je pense que c'est important, mais j'ai aussi voulu aussi être solidaire de mon fils parce que c'est mon équipe première. Puis je veux qu'il sente que je suis toujours derrière lui. J'aime pas ça. J'ai fait le retour. Puis ma blonde lui en a reparlé le dimanche après. Puis je me suis un peu choqué après ma blonde en disant, là, revenir 1000 fois, quoi qu'elle l'a fait de façon très gentille, revenir 1000 fois sur une affaire, surtout qui est pas... c'est pas un séisme, c'est pas un... Ouais. La Terre n'a pas tremblé, là, c'est un premier avertissement. Ça a déjà été fait, c'est réglé. Sois solidaire de moi, ma blonde. Je l'ai fait, tu peux avoir confiance en moi. J'ai fait le retour, c'est réglé. On passe à un autre appel. Mon conseil, c'est justement solidaire et ne pas insister ne pas insister 2 ou 3 fois sur des comportements. Puis agir tout de suite aussi. Parce qu'il n'y a rien de pire en disant « Hey, attends que tu reviennes à la maison, que ton père le sache. » ou « Attends que tu... ça, mon gars, ça crée de l'angoisse. » Non, c'est direct. C'est quoi les principes? En tout cas, c'est quoi les principes? Puis c'est drôle que je te dise ça, puis c'est drôle que je te dise ça dans un podcast, parce que s'il y en a un qui doute de sa capacité de père ou qui est pas sûr s'il fait de la bonne affaire, puis qui est constamment remis en question, c'est moi. Mais dans cet exercice-là, je suis assez sûr, une fois, puis après, c'est réglé. Hey, j'aime ça. Moi, c'est un bon conseil? Mais ça va être mon tour la semaine prochaine. On fait comme ça, puis on alternera. Hey, salut, là. C'était bien le fun. Fini? Ben, mais c'est fini. OK. Ciao.